Stylé le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Euh, Déçu, forcément un peu dégoûté de cette défaite à Portland, surtout après la première mi-temps de très très belle qualité qu'on a proposé dans la lignée des matchs à Los Angeles. Mais voilà, on a vraiment montré deux visages très très différents sur cette rencontre dans l'Oregon. Euh, on va revenir sur un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on attendait, enfin on espérait en tout cas pouvoir poursuivre sur notre lancée après les deux belles victoires à Los Angeles. Et on a démarré de très bonne manière. On a encore signé un très très bon premier quart-temps, le troisième premier quart-temps de suite où on inscrit au moins 30 points, avec une bonne adresse extérieure notamment sur les premières possessions, avec DeRozan qui a poursuivi sa masterclass de shoot mid-range avec des fadeaway, des turnaround jumpers dans tous les sens, peu importe qui défendait sur lui, avec tout simplement du mouvement et du rythme, beaucoup de belles actions, et aussi une défense absolument monstrueuse, et notamment Caruso qui était absolument partout à la fois, des rebonds offensifs, des interceptions, des mains actives pour couper les lignes de passe. Vraiment un gros début de match de la part des Bulls, qui s'est poursuivi dans le deuxième quart-temps, où on a pris jusqu'à 20 points d'avance avec encore une fois un DeRozan excellent. Bon, en même temps, sur ce moment-là, il avait Tony Snell en défense sur lui, donc c'était pas trop non plus compliqué d'enchaîner les paniers, mais enfin bref. Un banc actif, surtout défensivement, parce que voilà, Derrick Jones Jr., même si on lui a rapidement sifflé quelques fautes, euh, il a été actif défensivement, il a essayé de mettre voilà, quelques paniers près du cercle, etc. Toujours plus actif qu'un Tony Bradley qui a encore eu du mal en début de match avec des ballons perdus un peu trop bêtement. Deux fautes rapides dans les 30 premières secondes du match également. Mais enfin, il y a eu plusieurs fautes sifflées très facilement d'un côté et absolument pas de l'autre. Euh, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit, mais il faut quand même le signaler quand c'est le cas. Donc il y a un arbitrage particulièrement bizarre sur ce match-là, mais bon, c'est pas encore une fois, c'est pas une excuse, et puis bon, ça vaut pas particulièrement le coup de trop revenir là-dessus, même s'il y a des faits de jeu, notamment sur la fin de match, sur lesquels je vais revenir. Mais voilà, dans la première mi-temps, dans l'ensemble, globalement, autant sur le plan offensif que défensif, on était largement au-dessus, on leur a mené une vie dure, on perturbait absolument tout. Euh, Lillard et CJ McCollum, après 18 minutes de jeu, ils avaient 0 points en cumulé, et à la mi-temps, ils avaient que 6 points, tous par Lillard, avec 2 lancers franc-cadeau et un goaltending. Donc, bon, le goaltending, il était logique, donc c'est ok, mais enfin bref. Donc voilà, on avait réussi à les maintenir vraiment, et même si on était avec 15 points d'avance à la mi-temps, et on était à 20 points d'avance avant, on s'attendait pas vraiment à ce que la deuxième mi-temps soit aussi violente, parce que autant la première mi-temps c'était un basket vraiment de rêve, autant la deuxième c'était du cauchemar, et surtout ce troisième quart-temps où même si on rentre deux paniers à 3 points assez rapidement, le reste du carton est beaucoup plus laborieux. Ça part de bons ajustements défensifs de la part de Portland, qui utilise mieux la taille de Nurkic pour profiter de notre manque de taille à nous. C'est vrai qu'on parlait de comment l'absence de Vucevic allait nous impacter dans ce road trip. Ça dépend en fait du pivot qui est en face, et on a pu le voir, par exemple un joueur comme Anthony Davis, qui est capable de scorer, qui est très mobile, mais qui joue aussi beaucoup loin du cercle, et ça nous a plutôt avantagé pour défendre sur lui, alors qu'un mec, un vrai chêne sous le cercle, qui conteste tout d'un côté, et qui fait parler sa puissance brute et son physique de l'autre côté, et ben c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour nous pour s'ajuster défensivement quand il n'y a pas Vucevic, et que Tony Bradley est très rapidement limité par les fautes, tout comme Derrick Jones Jr. Et du coup Nurkic en a profité, prendre de gros rebonds offensifs, il a fait d'excellents screens, il a permis à son équipe de trouver des points près du cercle pour se relancer un petit peu, et puis la défense de Portland s'est adaptée, et on les a vus eux aussi également très actifs pour couper toutes les lignes de passe, avec notamment Covington avec ses longs bras, son envergure, les mains actives, il a dévié beaucoup de ballons. Larry Nance Jr. aussi, qui est un très bon défenseur, probablement un peu sous-coté à l'échelle
la grande image de la NBA, c'est peut-être pas un all defensive player, mais c'est quand même un très très bon défenseur. Et voilà, Covington et Nance nous ont vraiment vraiment perturbés, en plus voilà avec Nurkic. Et derrière, à force de laisser des 3 points totalement ouverts, que ce soit dans les corners ou à 8 ou 9 mètres pour Lillard, il a fini par prendre feu. Hein. Ça fait depuis le début de saison qu'il est un petit peu en difficulté au niveau de son adresse, notamment à 3 points, mais là il a décidé que voilà, c'était son jour, donc il a mis des paniers à 8, 9 mètres, il a relancé les siens. Et pendant ce temps-là, nous, on a accumulé perte de balle, après perte de balle, après perte de balle. On en a perdu 10 dans le troisième quart-temps, rien que dans le troisième quart-temps. Donc, on a été totalement perturbé par la vivacité des aides défensives de Portland et leur capacité à couper les lignes de passe avec, comme je disais, Covington qui a été extrêmement perturbant pour notre attaque. Et ensuite, voilà, ils ont poussé en transition. Ils sont revenus à 4 points pour débuter le quatrième quart-temps. Ils sont assez rapidement passés devant dans ce quatrième quart-temps avec plusieurs bombes à 3 points où Nurkic soit fait les bons screens, soit prend les rebonds offensifs. Donc, ils nous ont vraiment mis dans la sauce. Et nous, voilà, notre attaque était un petit peu perturbée. Et j'ai trouvé que, en fait, c'est pas tellement... On est un petit peu retombé dans des travers individualistes qu'on évoquait il y a quelques vidéos en arrière où tu vois, dès qu'on est un petit peu mené au score, on sait pas trop quoi faire et on attend les exploits individuels de Zach et des Rosanne. Mais je trouve que c'est plus qu'on s'est précipité vraiment que voilà parce on voyait que la défense de Portland était vraiment nous perturbait beaucoup. Donc comme je disais avec les mains actives, mais aussi avec le même type de défense que les Clippers nous avaient proposé en fin de troisième quart-temps, début du quatrième quart-temps dans le match de dimanche, avec des prises à deux très hautes pour isoler soit DeRozan soit Lavine. Donc à ce moment-là c'était Lavine. Après il est sorti remplacé par DeRozan et c'était la même chose. Donc du coup c'est un petit peu compliqué, pas beaucoup de mouvements autour, donc beaucoup de passes et de shoots précipités, forcés. Pas dans le bon tempo, donc on avait vraiment du mal. Et donc voilà, on a essayé de se relancer comme on pouvait. Derrick Jones Jr. est resté sur le parquet alors qu'il avait 5 fautes depuis le troisième quart-temps avec des trucs sifflés d'un côté, ou même quand il n'y a rien, il y a N1. Alors que de notre côté, on se prend des parpaings. J'ai une image de Lonzo Ball qui score en total déséquilibre avec une main sur la tronche. Il n'y a absolument rien. Tony Bradley, il a mis un lay-up, il s'est fait déboîter, il n'y avait absolument rien. Derrick Jones Jr., il attaque le cercle, il n'y a absolument rien. Enfin bref, c'était étrange. Mais toujours est-il on a essayé quand même de revenir. On n'a pas lâché l'affaire. Zach LaVine a été très bon, très actif. Alors pas toujours les shoots les plus adéquates à ce moment-là, mais encore une fois, la défense de Portland a fait que il fallait prendre des shoots rapides parce que sinon ils arrivaient à vite revenir pour contester. Donc Zach LaVine met un gros turnaround à 3 points. Derrière, il fait une très bonne défense sur Lillard et il provoque une violation des 24 secondes. On récupère la possession. Et il y a cette fameuse action où on a un point de retard. Il reste moins de 25 secondes. DeRozan part sur le côté, commence à partir en dribble face à Nasir Little, et là il glisse, et on voit clairement Donovan qui est en train de réclamer un temps mort, parce qu'il voit que DeRozan a glissé, et en plus c'est un truc qu'il a pris l'habitude de faire cette saison, quand il voit qu'un joueur est en difficulté, qu'il est à deux doigts de perdre la balle, etc., il réclame tout de suite des temps morts pour éviter qu'il y ait perte de balle et contre-attaque, lay-up ou dunk de l'autre côté. Donc il hurle dans les oreilles de l'arbitre, mais l'arbitre il est à 10 cm de lui, il lui hurle dans les oreilles, temps mort, temps mort, temps mort, temps mort, temps mort, temps mort. Rien. Il se passe absolument rien, les Bulls perdent la balle, Portland récupère la possession, et à ce moment-là, il y a temps mort pour Portland. Ouais, c'est bizarre, ça fait un peu 2 fois de suite contre Portland qu'on se fait un peu niquer sur les fins de match, parce que je vous rappelle que la saison dernière, la dernière confrontation contre les Blazers, c'était au United Center. Il y a eu ce fameux entre-deux sifflé à la toute fin de match qui n'existe tout simplement pas, puisque à l'époque c'était Gary Trent Jr. qui avait tout simplement ceinturé Zach LaVine comme ça, et les arbitres ont dit entre-deux tout de suite. Derrière on perd l'entre-deux et Lillard nous met un buzzer à 3 points pour gagner le match pour Portland. Et puis là, du coup, possession qui retourne à Portland, ils mettent des lancers francs parce qu'on fait des fautes, et puis derrière, Zach LaVine obtient un shoot à 3 points totalement ouvert, mais
Je pense qu'il s'en est rendu compte une fois qu'il a shooté, qu'il était à ce point-là ouvert et qu'il aurait pu prendre un peu plus son temps pour ajuster son shoot. Mais, mais oui, il l'a un peu précipité parce qu'il nous restait 12 secondes, on a la remise en jeu. Et tout de suite, il s'est retourné, il a shooté. Donc, il y avait peut-être un petit peu plus le temps, mais bon, voilà, c'est en se retournant je pense qu'il s'est rendu compte en se retournant qu'il n'y avait pas grand monde autour de lui. Parce qu'on avait encore une fois mis un système en place bien intéressant pour le démarquer, mais voilà, un petit peu trop de précipitation. Et puis derrière, Portland finit ce match au lancer franc. Défaite 112-107. Bon, ouais, oui, il faut le dire, même si c'est pas pour ça qu'on a perdu, mais il faut quand même le dire quand il y a des décisions arbitrales très étranges. Mais bon, voilà. Ça reste un match où on a gâché 20 points d'avance. J'ai l'habitude de le dire dans les récaps sur Twitter, partout, que 20 points d'avance en NBA, surtout en première mi-temps, c'est rien du tout, c'est de l'eau. Donc euh, euh, voilà, deuxième mi-temps trop insuffisante. Il y a eu quelques efforts défensifs par-ci par-là, de seul play avec encore Caruso par exemple, mais c'était trop peu et trop, tu vois, par-ci, par-là, c'était jamais en continu et du coup on a eu beaucoup de mal à les contenir tout simplement. Donc c'est une défaite qui aurait pu être évitée. On menait d'un point dans la dernière minute et puis au final on perd 5 points. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des soirs comme ça où ça peut, on peut pas y faire grand chose, on peut pas gagner tous les matchs non plus. Et puis ben voilà, on a encore, c'est encore un groupe jeune qui continue de grandir. Et puis il nous manquait encore Vucevic et Williams. Donc euh, et puis Portland reste une équipe solide malgré ses difficultés hors des parquets. Sur le parquet, ça reste quand même une équipe solide. Et quand Lillard se réveille et enchaîne les 3 points, bah voilà, tout de suite, il montre que c'est une équipe talentueuse. D'ailleurs, après cette victoire, ils ont un bilan de 7-1 à domicile. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il fallait s'en méfier. Et puis bah, la deuxième mi-temps a bien montré que oui, on aurait dû s'en méfier peut-être un petit peu plus. Je pense qu'on s'est un peu trop endormi. Pas parce qu'on s'est dit on avait un point d'avance, c'est bon, on gère, on est tranquille, mais plus par peut-être un petit peu de fatigue possible, parce que c'est vrai que on sortait d'un back-to-back, on joue tous les 2 jours, on a eu aucune période, à part au tout début du mois de novembre, où on a eu 2 soirs de suite sans jouer, et la prochaine fois c'est le 9-10 décembre de mémoire, donc on enchaîne vraiment, là en plus avec les déplacements, enfin bref, voilà, on va pas chercher 5000 excuses, on a perdu, mais voilà, il y avait peut-être, tu sentais que l'équipe était un petit peu émoussée. DeRozan a eu un peu moins d'adresse que d'habitude en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps il était au top. Euh, Après, voilà, il y a peut-être des ajustements qui auraient pu être un petit peu meilleurs. Je pense que quand tu as Derrick Jones Jr. à 5 fautes et Tony Bradley qui est un peu euh, qui a pas servi à grand chose sur ce match-là, tu peux peut-être faire jouer Alizé Johnson un peu plus que 2 minutes. Surtout pour ne serait-ce que pour ses rebonds, ses box-out, etc. Euh, le banc n'a pas eu beaucoup d'impact, à part Caruso et Derrick Jones Jr. défensivement, mais derrière, bah, Kobe White, il a l'air vraiment paumé. T'as l'impression qu'il sait pas du tout quoi faire, où se placer, comment. Encore une fois, ça fait que 2 matchs, il vient de revenir, il en manque de rythme et de repères avec ses partenaires, on va lui laisser le temps, mais c'est clair que là, c'est ses 2 premières apparitions, c'est très laborieux, hein. Donc évidemment, on va pas tirer d'enseignement tout de suite, voilà, on va lui laisser le temps, mais c'est vrai que jusqu'ici, c'est pas génial. Bref, voilà, ça fait plusieurs petits trucs comme ça qui sont un petit peu embêtants, mais c'est pas non plus, voilà, ça se règle, hein, c'est pas catastrophique. On est à 2-2 sur le road trip, donc on a quand même fait une super première mi-temps, il faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a aussi du positif à retenir de ce match-là. C'est sûr que la fin de match aurait pu être mieux gérée, enfin la deuxième mi-temps dans son ensemble, mais voilà, on a quand même montré de bonnes choses et il y a quand même du positif. Donc voilà, tout n'est pas acheté et il faut pas non plus commencer à se mettre à dire après une défaite comme ça que voilà, on aurait dû faire ci, faire ça, faut des changements, gna gna gna. Euh, voilà, on va en perdre d'autres des matchs hein, contre des équipes sûrement meilleures que Portland, voire même parfois contre des équipes un peu plus en difficulté. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le rythme d'une saison NBA. Tu peux pas être au top sur 82 matchs, donc voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus d'enseignements à tirer que ça. Voilà, c'est une défaite comme il en arrive parfois. Voilà,
Je pense qu'intrinsèquement, on a une meilleure équipe que Portland, mais sur ce match-là, bah voilà, on a eu une grosse première mi-temps, ils ont eu une grosse deuxième mi-temps, et puis bah voilà, c'est comme ça. Donc 2-2 sur le road trip, qu'on va terminer cette nuit sur le parquet de Denver, un parquet sur lequel on n'a plus gagné depuis février 2006 quand même, donc et puis là, bon, bah, il y a Nikola Jokic, etc. Donc, euh, il y aura des absents côté Nuggets, mais bon, on en a aussi. Donc, je ne sais pas si ça équilibre véritablement la rencontre. Je pense qu'on part pas favori, mais bon, après tout, on ne sait pas. Si on arrive à terminer ce road trip sur une victoire, ce sera au final un très très bon road trip, parce que quand tu reviens de 5 matchs à l'extérieur contre autant de belles équipes, sans ton 4 et ton 5 titulaire et que tu reviens avec 3-2 en 5 matchs, c'est très très fort. Mais même si tu reviens avec 2-3, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, globalement, tu as montré de très bonnes choses. Le match contre Golden State mis à part. Donc jusqu'ici, ça reste un road trip très positif. Faudra pas prendre une crevée de 25 points à Denver, mais voilà, ça reste quand même intéressant. Et puis on devrait récupérer, en tout cas on l'espère, récupérer Vucevic pour la réception des Knicks dimanche. C'est pas encore totalement sûr. Avant le match contre Portland, Donovan disait que Vucevic n'avait pas encore pu fournir un test négatif. Il me semble qu'il doit en fournir deux avant de pouvoir avant d'avoir le feu vert pour revenir à la compétition. Donc à voir comment ça va se dérouler. Donc d'ici, ça se trouve que la vidéo soit mise en ligne, il aura donné un premier test négatif. Euh, mais ouais, on l'espère pour la réception des Knicks dimanche, au pire pour la venue le lendemain des Pacers, parce que oui, on aura encore un back-to-back dimanche lundi. C'est un petit peu. Tu vois, après ça, le calendrier va devenir un petit peu plus simple en termes de grosses équipes à affronter, et on aura aussi un petit peu plus de temps de repos à droite à gauche. Mais ouais, là, c'est vrai qu'on est encore sur là, les quelques prochains matchs qui vont être assez intenses. Donc il faudra être là, répondre présent, pas baisser la tête et continuer sur le bon état d'esprit qu'on affiche depuis ce début de saison. Donc j'ai pas particulièrement de doute parce que voilà, on a traversé pas mal de difficultés depuis le début de saison et à chaque fois on a quand même réussi à relever la tête et à se reprendre. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas dans ce sens. Euh, on a vraiment montré encore, j'insiste dessus parce que voilà, c'est sûr, le résultat est frustrant, etc. La deuxième mi-temps est terrible, mais la première mi-temps était vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très forte. Et ça aussi, c'est des points sur lesquels il faut insister et voilà, revenir sur ça euh, et voilà, mettre ça en avant et se dire voilà, c'est comme ça qu'on doit continuer d'aborder nos matchs. Pour le futur. Voilà, comme je disais, troisième match de suite où on met au moins 30 points dans le premier quart-temps. On avait 20 points d'avance, donc voilà, c'est quand même pas négligeable. C'est des trucs sur lesquels il faut s'appuyer. C'est des certitudes qu'on doit continuer à construire. Euh, voilà, bah d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, peut-être après le match de Denver, ce qui est pas sûr, mais bon, comme après il y a le back-to-back Knicks Pacers, ouais, je vais essayer de faire ça avant. Enfin bon, quoi qu'il arrive, on verra bien d'ici là comment on s'organise. Pas de live tweet pour le match de Denver ni pour le back-to-back parce que je serai au boulot à chaque fois. Je sais pas trop quand sera le prochain live tweet, mais on va surveiller ça. Je pense que ce sera le match à l'extérieur après Indiana. Je sais qu'on se déplace le mercredi, mais je sais plus où on va. Là, je l'ai plus en tête. Mais bref, on verra bien. Le quiz, dans la dernière vidéo, on avait parlé enfin là, on a parlé de Portland et la question dans la dernière vidéo, c'était combien de fois on a affronté Portland en playoff, parce qu'il y a évidemment les finales 92 dont ce t-shirt est tiré, hein, le fameux Shrug Game de Jordan au Game 1, et puis la victoire en 6 matchs pour le deuxième titre NBA des Bulls. Et puis on les a aussi affrontés une autre fois en 77 au premier tour, puisque c'était encore quand les Bulls étaient à l'ouest. Le premier tour qui se jouait en 3 matchs à ce moment-là, dès que tu en gagnais 2, tu étais qualifié. Portland avait l'avantage du terrain, avait gagné le premier match à domicile de 13 points. Les Bulls avaient gagné le match 2 chez eux, avec un excellent Mickey Johnson et un excellent Artis Gilmore, qui étaient vraiment les deux stars de l'équipe à ce moment-là, et qui avaient d'ailleurs des match-ups très compliqués avec Maurice Lucas en face et Bill Walton. Euh, Bill Walton, ouais, Walton. Euh, et, euh, et donc ça a été c'est une défaite au match 3 à Portland, et derrière les Blazers remportent le seul titre de leur histoire. Donc
Donc voilà, ils nous ont battus en 77, ils ont été champions, et puis nous, on les a battus en finale 92, donc voilà, un partout, balle au centre. Si on les retrouve un jour en finale, ça peut être sympa à voir. Et cette fois-ci, la question, donc on a évidemment parlé, et d'ailleurs les stats ont déjà commencé à sortir un peu partout sur Twitter de la dernière fois où on a gagné sur le parquet des Nuggets. Donc je ne vais pas vous demander en quelle année, parce qu'en plus je l'ai dit tout à l'heure, c'était en février 2006. Mais qui était le meilleur marqueur des Bulls sur ce match-là? Voilà, c'est ça la question. Donc, comme je disais, ouais, je pense prochaine vidéo après le match des Nuggets. Et puis bon, voilà, en attendant, continuez de voilà, donner votre avis, ce que vous avez pensé de ce match, même s'il y a déjà eu pas mal de réactions sur Twitter. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit sur Twitter, en ce moment, il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, il y a de plus en plus de vues sur les vidéos, donc ça fait toujours très très plaisir, c'est toujours sympa. C'est pas des chiffres extraordinaires, hein, c'est clair qu'on n'est pas dans du je sais pas combien de milliers de vues ou quoi, ni même sur du 25 000 followers sur Twitter, et de toute façon, c'est pas du tout ce que je recherche, mais voilà, je vois que c'est en augmentation constante, donc malgré tout, ça fait plaisir. Donc merci à vous, continuez comme ça, et voilà, tant que le contenu vous plaira, voilà, on continuera comme ça, et puis voilà, comme d'habitude, plein de nouveaux articles à venir, plein d'autres vidéos à venir également. Donc d'ici là, portez-vous bien, gros bisous à vous et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.